C'était juste pour la forme. Bon, le sentiment, vous savez, je sais qu'il y en a qui dansent, il y en a qui sont aussi malheureux, les gens sont assez partagés, mais moi je ne me situe ni dans un camp ni dans l'autre. Encore une fois, je pose toujours la question de savoir qu'est-ce que nous gagnons in fine. C'est bien de se parler, il faut se rencontrer. Nous avons des partenaires à travers le monde. Si bien sûr ces gens nous considèrent comme des partenaires, les mots sont très importants. Nous avons des amis à travers le monde ou des gens que nous pensons être des amis. Encore faut-il que eux aussi nous considèrent comme des amis. Il faut se parler. Il faut se parler non pas pour le plaisir de se parler, mais pour arriver à des résultats, on va dire, concrets ou palpables, ou encore pour semer des graines qui, à moyen ou à long terme, nous donneront des fruits très intéressants. Je tiens simplement à rappeler que la Russie, qui est l'héritière de l'URSS, parce que lorsque l'URSS éclate entre 1990 et jusqu'à 1992, la Russie hérite de l'essentiel de l'arsenal nucléaire soviétique. C'est un très grand pays, c'est le plus grand au monde, 17 millions de kilomètres carrés. Ils héritent du siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous n'avons pas des relations qui ont commencé aujourd'hui. Nos relations ont bientôt 60 ans. Oui. Donc, pour tout dire, il n'y a rien de nouveau. La seule nouveauté que l'on peut mettre, c'est le parallèle justement que vous avez mis en évidence du fait que le chef de l'État français soit sur le continent africain au même moment que le patron de la diplomatie russe. Et ce n'est pas innocent. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Restons un peu dans le cadre de cette visite du diplomate russe ici en République du Congo. Au-delà de ce que je viens d'énumérer, les aspects purement commerciaux, parce qu'il s'agit de parler de la commercialisation du blé également, bloqué depuis quelques mois déjà aux ports ukrainiens. Quel est aujourd'hui d'autres enjeux que peuvent cacher cette visite à Oyo? Alors, la question du blé, bon, vous savez, je vais vous décevoir, mais c'est une question qui me fait un peu sourire. À toutes fins utiles, c'est juste pour la petite histoire, le 18 décembre 2010, nous étions un groupe de Congolais à Reims, dans l'est de la France. Nous avions tenu une conférence et j'avais personnellement pris la parole pour parler de la souveraineté alimentaire en Afrique. Le public était assez diversifié dans la salle, il y avait des Africains d'un peu partout. Et les gens étaient étonnés d'apprendre que l'on peut cultiver le blé en Afrique. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ignorent. Le blé peut être cultivé en Afrique. Ce qui signifie simplement que malgré ce conflit, si les Africains, dans l'ensemble, avaient pris la mesure de cette chose, il y a longtemps que cette question ne se poserait plus. Lorsque Thomas Sankara dirige le Burkina Faso pendant 4 ans, la production de blé en 4 ans est multipliée par 3. Pourtant, le Burkina Faso est un pays sahélien. Donc c'est pour vous dire que le blé soit bloqué dans les ports ukrainiens ou pas, on aurait pu s'en sortir. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous avons des céréales que nous cultivons en Afrique qui peuvent être des substitutions au blé. Et troisièmement, nous avons de très bonnes tubercules, le manioc, l'igname, la patate douce, le taro, j'en passe, qui peuvent être des substitutions au blé. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire ça du jour au lendemain. En parler, c'est une très bonne chose, mais malheureusement, même si ce blé au demain, après-demain, dans 6 mois arrivait chez nous, ça nous mettra toujours dans un système de dépendance et ce n'est pas une bonne chose. Vous savez qu'au Congo, on a souvent prôné l'autosuffisance alimentaire. On en a souvent parlé en disant qu'un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. Donc, avoir du blé qui va arriver, pourquoi pas, mais il faut se battre pour éviter de se retrouver demain encore une fois prisonnier de ce conflit. Ça, c'est la première des choses. Le reste des enjeux, oui, l'Afrique est le terrain de prédilection de toutes les puissances mondiales. Qu'elles soient les très grandes puissances comme la Russie, la Chine, l'URSS, qu'elles soient des puissances moyennes comme la France et l'Italie, ou des puissances en devenir comme la Turquie, ou en redevenir, parce que là aussi les Turcs ont une très vieille histoire. Il faut le dire, ce sont les héritiers de l'Empire ottoman. C'est le terrain de prédilection de toutes ces puissances grandes, moyennes ou en devenir, qui ont décidé d'organiser, chacune à son tour, des sommets. Vous allez remarquer, depuis 1973, il y avait le sommet
France-Afrique devenue Afrique-France. La Russie également organise ce sommet, la Turquie également, le Japon tous les 3 ans, ainsi que la Chine. Ils savent qu'il se passe des choses sur notre continent. Ils ont tout à gagner chez nous. Un sous-sol extrêmement riche, un offshore extrêmement riche. Nous avons du pétrole, du gaz. Ça ne sert parfois à rien de le citer, mais il faut parfois le faire. Et nous avons une démographie qui est dynamique. Et qui dit démographie dynamique, donc nous sommes potentiellement des consommateurs de tout ce qu'ils produisent, que ce soit de bonne, de mauvaise ou de moindre qualité. Donc les enjeux, il y en a beaucoup. Et chacun veut avoir ses parts de marché. Et quand on arrive sur le continent, je vous promets que ce n'est pas du tourisme qu'ils font. Lorsqu'ils arrivent, ils ont des points qui sont bien marqués. Il y a ce que l'on voit et il y a ce que l'on ne voit pas. Parce que les agendas, ils ne peuvent pas nous étaler leurs agendas comme ça. J'ai envie de vous poser cette question au Babenga Kosso. L'Afrique, oui, a toujours été ce terrain de prédilection, qu'on venait de le dire. Mais pourquoi maintenant, alors qu'on ne peut pas se le cacher, la Russie, la France se déploient en Afrique pendant qu'il y a une guerre d'Ukraine qui se joue aujourd'hui? Est-ce que l'issue de cette guerre ne se joue pas aujourd'hui en Afrique aussi? On ne peut pas parler seulement de maintenant. Vous savez, il y a 7 ans, François Hollande était au Cameroun. Exact. Alors, sauf que c'est une habitude chez les présidents français. Ils n'ont pas l'habitude de visiter l'Afrique à tout bout de champ. Un président peut très bien faire un mandat de 5 ans sans mettre les pieds sur le continent africain. Ou quand il arrive, il visite 2 ou 3 pays. C'est largement suffisant. Parce que eux, leur première visite, c'est, par exemple pour les Français, c'est en Allemagne. Les priorités, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est la Chine, c'est la Russie, il faut le dire. La Russie reste un partenaire très important de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Mais effectivement, il y a l'enjeu de cette guerre. Vous savez, lorsqu'il a fallu voter au niveau de l'ONU pour condamner la Russie lorsque le conflit a commencé avec l'Ukraine, l'écrasante majorité des États africains s'étaient abstenus. Et c'est quelque chose qui est très mal passé en Occident. Et eux, ils estiment qu'ils peuvent encore rattraper le coup parce qu'ils sont en train de voir que ce qu'ils considèrent comme l'Afrique, qui est leur chasse gardée, est en train de leur échapper. Et à ce niveau, permettez-moi de faire un petit brin d'histoire rapidement. En 1945, lorsque la guerre de 39-45 se termine, il y a 3 géants qui faisaient partie des vainqueurs. Staline du côté de l'URSS, Churchill du côté du Royaume-Uni et Eisenhower, oui c'est Eisenhower je crois, j'espère ne pas me tromper, du côté des États-Unis d'Amérique, qui se sont retrouvés à Yalta. Yalta c'est en Crimée, donc on retrouve encore l'Ukraine. Et ils avaient décidé d'un nouveau partage du monde. Les Américains avaient dit aux Européens, on vous laisse l'Afrique. Il y aura quelques zones où on interviendra, mais c'est à vous. Vous êtes arrivés là-bas les premiers, ok. Nous, on garde l'Amérique. Celui qui intervient en Amérique, il va nous trouver. Et les soviétiques, c'était l'Europe de l'Est, avec la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, etc., etc. Pas seulement ça, récupérer également des territoires qui s'étaient retrouvés entre-temps entre les mains des Japonais. C'est très important de le souligner. Exact. Donc, ces gens savent qu'aujourd'hui, la configuration a changé. 80 ans après, ce sont les Africains qui ne se rendent pas compte que les choses ont changé. Pour eux, ça a changé. Et s'il y a encore possibilité de venir convaincre un dirigeant africain, ne fût-ce qu'un seul, de rester avec eux, ils n'hésiteront pas à le déployer. Notez que Emmanuel Macron est allé au Cameroun, entre autres avec le ministre français de la Défense. Ce n'est pas pour rien. Exactement, je vais d'ailleurs revenir sur la question. Vous avez parlé de la neutralité du Congo lors du vote au niveau du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, le Congo qui reçoit à ciel ouvert, il faut le dire, un haut dirigeant, un très haut dirigeant du régime russe. Où se situe le Congo dans ce contexte? Alors, 1, mon souhait est que le Congo soit neutre. Et 2, jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'on vote, parce que c'est un vote qui est très important quand même à l'ONU ainsi, ça veut dire qu'on a affiché sa neutralité. Les Africains n'ont pas à prendre part à ce conflit. Le conflit qui a lieu en Ukraine, en réalité, n'oppose pas la Russie à l'Ukraine, mais ça oppose la Russie au bloc occidental. Donc, c'est une guerre entre la Russie et les États-Unis, mais les États-Unis ont pour principe de ne jamais attaquer l'URSS à l'époque, ni la Russie aujourd'hui. Ils le font toujours par personnes interposées ou par autres pays interposés. Donc, il est bon que nous, les Congolais, que nous, les Africains, on ne prenne pas parti là-dedans, qu'on soit neutre, qu'on reçoive tous ceux qui veulent venir nous voir, à condition qu'ils respectent notre souveraineté. Le risque est-il grand aujourd'hui, en voyant le Congo choisir la Russie comme allié direct aux côtés de la France? Alors, vous savez, il y a 20-30 ans,
la France était le premier partenaire, entre griffes, commercial du Cameroun à tous les niveaux. Aujourd'hui, la part dans l'économie camerounaise de la France est de 10%. Il y a quelques années, c'était de 40%. Les Camerounais, les Français ont vu les Chinois arriver en Afrique dans les années 60. Ouais. Ils les voient revenir en force. Ils sont en train de prendre des ports. Ils sont en train de prendre énormément de parts de marché. Ils savent que c'est un mouvement qui est inéluctable. C'est comme si on vous demandait, il y a un train qui passe, on vous demande de l'arrêter avec votre main. Vous allez prendre tout ce que vous voulez, les pasteurs, les prêtres, les imams et autres, vous n'arriverez pas à arrêter ce train. Exactement. Donc les Français en sont conscients. Donc nous ne courons aucun risque aujourd'hui à recevoir Sergueï Lavrov et nous ne courons aucun risque demain, si jamais Vladimir Poutine venait chez nous, à le recevoir. Parce qu'il y a longtemps, je me souviens, Mariam Gwabi était parti du temps de Brejnev en URSS. Donc il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui intéresse les Français, ce n'est pas ça. Ce qui les intéresse le plus, ce sont leurs parts de marché sur le plan économique et surtout leurs soldats qui sont basés sur le continent africain. Il y a quelques années, sous François Hollande et sous Nicolas Sarkozy, les Français avaient demandé au Cameroun de les aider afin que le Cameroun serve de base arrière pour que leurs soldats puissent être prêts à intervenir au Cameroun. Et le président en Centrafrique, pardon. Et le président Paul Biya avait refusé. Donc ce qui les intéresse le plus, ce n'est pas ça. Ils savent que tôt ou tard, nous avons des ambassades de tout le monde ici. La Chine est présente ici, le Venezuela est présent ici, est présent également, tout comme la Russie. Donc ça ne va rien changer à ce niveau. Ce qui les intéresse, c'est autre chose. La présence grandissante de la Russie au niveau de l'Afrique, pas qu'au Congo, ne donne-t-elle pas matière à réflexion aux Français? Aujourd'hui, la France n'est-elle pas en train de perdre du terrain en Afrique? Si vous allez à Paris, l'ambassade de Russie existe. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Les liens historiques entre la France et la Russie sont très vieux. Au-delà des guerres napoléoniennes, là où on a vu Napoléon attaquer la Russie en perdant, ce sont des peuples qui sont cousins, les Slaves et les... Allez, on ne va pas dire les Gaulois parce que tous les Français ne sont pas des Gaulois. Les Slaves et les Français sont des cousins et ce n'est pas d'aujourd'hui. Par contre, les Occidentaux ont une habitude, c'est de ne pas toujours se faire la guerre directement et c'est de faire cette guerre chez nous. Soit avec des armes à feu, soit économiquement, soit diplomatiquement. Le jeu en vaut la chandelle. Vous savez, il y a une ville dont je vais vous parler qui s'appelle Vienne. On n'en parle quasiment pas en Afrique parce qu'il n'y a pas d'attentat en Autriche, parce que l'Autriche est un pays calme, ils ont beaucoup d'argent, ils vivent très bien, ils ont un très bon niveau de vie. Ça n'intéresse pas les journalistes. Mais Vienne, il y a plusieurs décennies, était un véritable nid d'espions. Les espions du monde entier, occidentaux, asiatiques, tous ceux que vous voulez, se retrouvaient à Vienne. Ils se faisaient la guerre. Mais ce n'était pas forcément avec des coups de feu dans la rue. Donc, ce qui se passait ailleurs se passe chez nous et ça va continuer. Donc, les Français savent pertinemment qu'ils ne peuvent rien faire contre cela. Ils côtoient les Russes ici. Ils côtoient les Russes. Ils ont des ambassades dans notre pays, ils ont des ambassades dans d'autres pays. Ça ne va rien changer. C'est vrai qu'ils ont peur par rapport à ce qui se passe en Centrafrique. C'est vrai qu'ils ont peur par rapport à ce qui se passe au Mali, mais là aussi c'est le vent de l'histoire. Il y a un temps pour chaque chose. On ne peut pas régner en maître incontesté indéfiniment. Ce n'est pas possible. L'histoire, oui, mais il y a une question aussi qui revient souvent dans la tête des Africains, dans ces combats des lions, entre la Russie, la France, la Grande-Bretagne en Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique gagne concrètement? En tout cas, pour moi, ça, je pense que le sujet le plus important, c'est celui-là. C'est ce sujet qui devrait nous faire asseoir. Politologues, historiens, économistes, gestionnaires, tout le monde, on devrait s'asseoir pour chercher à savoir ce qu'on gagne. Aujourd'hui, malheureusement, dans les guerres qui opposent ces grandes puissances et ces puissances moyennes ou ces puissances en devenir, nous ne gagnons rien. Nous ne gagnons rien parce que nous avons quand même des actes qui sont très importants en Afrique. Il y a l'aspect éducation, l'aspect santé, l'aspect défense de nos territoires. Je m'arrête là. Je ne parle pas de plus que cela. Tous les jours, nous avons des Africains qui meurent en Méditerranée parce qu'ils veulent aller en Occident. Tous les jours, nous avons des Africains qui meurent dans l'océan Atlantique parce qu'ils veulent aller en Occident. Dans le désert dit du Sahara, également, nous avons des gens qui meurent tous les jours. Ce qui signifie, en très peu de mots, que malgré tout, nous sommes perdants, nous ne gagnons pas grand-chose. Parce que si nous étions gagnants, tous ces bras valides qui meurent là, ce sont des jeunes. Ils ont de 15, allez, on va dire à 35 ou 40 ans maximum. Ce sont des gens qui seraient fort utiles sur le continent pour cultiver notre terre, pour être des policiers, pour être des soldats, pour être des médecins, on en a besoin, pour être des infirmiers, on en a besoin, pour être des banquiers. Malheureusement, si ces gens font le choix de partir, c'est que
tout ce que les Africains font avec les Occidentaux, ça ne nous rapporte rien du tout, malheureusement. Et c'est là qu'il faut changer de braquet. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de notre vision de faire des choses, de voir les choses. Lorsque les gens viennent chez nous, il faut toujours que nous ayons l'habitude d'avoir un cahier de charge. Comme dans le domaine de l'ingénierie, vous voulez construire un bâtiment, pardon, il vous fait un cahier de charge. Le bâtiment pour faire quoi? Avec quels moyens? À quoi ça va ressembler? C'est cela. Quelqu'un qui vient chez nous, il a besoin de quelque chose. Nous allons nous dire, ok, vous avez besoin de ça, mais qu'est-ce que nous allons gagner? Oui. Il faut être à un moment donné direct, c'est du tac au tac. Vous savez, l'ancien président de Madagascar, qui a été battu, il est revenu aux élections dernièrement, il a été battu, Ravalomanana avait dit devant Jacques Chirac, parce qu'il y a des observateurs qui avaient dit, le premier partenaire économique de Madagascar, c'est la France. Et devant Jacques Chirac, le président de la République française, il avait dit, quand on voit l'état de l'économie de Malgache et quand on voit l'état de Madagascar, ça veut tout dire. Ça veut dire que ce partenaire n'est pas aussi bon que ça. Et c'est bon, quelques temps après, il avait perdu le pouvoir. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, il ne faut pas hésiter à revenir sur ses pas, changer de direction, tout simplement. Changer de direction, ça veut dire que rien n'avance, alors qu'à ce jour, nous sommes en 2022, les dirigeants africains continuent à dérouler le tapis rouge pour ces dirigeants russes, français, anglais, sachant que rien ne change et rien ne bénéficie à l'Afrique. Alors, aujourd'hui, je vais mettre juste un petit point par rapport à la Russie. La France, l'historique, on connaît, on sait. Tous les jours, il y a plein de choses qui se passent, des revendications, etc. etc. Les Russes ne nous regardent pas avec condescendance. Ce ne sont pas des gens qui, lorsqu'ils arrivent chez nous, ils se considèrent en haut et nous en bas. Ou lorsque nous, on va chez eux. N'oubliez pas qu'ils avaient une université qui s'appelait Lumumba. Une université qui a formé énormément de cadres. Donc, sur ce point, quand même, nous avons bénéficié. Beaucoup d'ingénieurs africains ont été formés en Russie, beaucoup de docteurs, peu importe le domaine, dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, en médecine, etc., y ont été formés. Il est vrai que lorsque l'URSS a éclaté, la Russie a perdu énormément d'argent. Résultat des courses, ils n'avaient plus la même offre qu'auparavant. Aujourd'hui, ils ont une économie qui est beaucoup plus dynamique. Et malgré les sanctions occidentales, ils sont encore beaucoup plus forts. Donc c'est à nous d'être malins. Moi, je ne dis pas qu'aujourd'hui, les Africains ne gagnent rien. La preuve en est que, peu importe la manière dont les choses sont vues, la stabilité de la Centrafrique, quelque part, est due à la Russie. Je dis bien quelque part. Et les soldats maliens qui sont en train de regagner du terrain, parce qu'il faut dire ceci, lorsque François Hollande intervient au nom de la France, avec l'armée française au Mali, à la demande des autorités maliennes, les djihadistes occupaient moins d'un tiers du territoire malien. 10 ans après, c'était les 2 tiers. Et lorsque les soldats maliens, dont la plupart ont été formés, les hauts officiers en tout cas, formés en Russie, ont repris les choses en main, aujourd'hui, les djihadistes sont en train de reculer au fur et à mesure. Ça veut dire que quand on coopère bien, on peut gagner. Donc le problème, ce n'est pas seulement de dérouler le tapis rouge. Encore une fois, je dis, qu'est-ce qu'on met dans la corbeille? Quelle est l'offre qui nous est faite et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Avec les autres, on sait qu'on n'a quasiment rien à gagner parce que c'est des relations de colonisés de colons à coloniser. Alors qu'avec les Russes, ce n'est pas du tout ce type de relation. Mais c'est à nous d'être malins pour savoir tirer notre épingle du jeu. Vous avez parlé de la Centrafrique, vous avez parlé du Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique, dans sa globalité, peut considérer la Russie comme un partenaire sûr pour son développement? Je reviens sur mes mots. La Russie n'a jamais colonisé qui que ce soit en Afrique. Je peux me tromper, mais je n'ai jamais entendu parler d'un coup d'État qui a eu lieu en Afrique, organisé par les Russes ou par les Soviétiques hier. À mon avis, ça, c'est 2 clés très importantes pour entamer des discussions sereines pour des relations à court, à moyen et à long terme. Alors, le problème, ce n'est pas seulement de le considérer comme un partenaire sûr. Le problème, c'est de former les gens capables de dire aux Russes ce que nous voulons. Non pas dans le sens qu'ils vont nous donner, mais ce qu'on peut faire ensemble. Nous connaissons nos faiblesses. Nous connaissons les forces de la Russie. N'oubliez pas une chose, la Russie a énormément de matières premières. Je vais vous citer le palladium, le titanium, le gaz, le pétrole, le blé, ils en ont. Ouais. Donc les Russes n'ont pas forcément besoin de nos matières premières. Il faut être réaliste. Hier, Fidel Castro, lorsqu'il venait aider au nom de Cuba les Africains, il repartait chez lui sans pétrole, sans diamant. Et l'Angola, si aujourd'hui l'Angola a échappé à l'Afrique du Sud, c'est un peu grâce à Fidel Castro et à Cuba.
Donc avec les Russes, on n'a pas le même type de relation qu'avec les gens qui s'intéressent à notre sous-sol, à nos matières premières. Donc on peut les considérer comme des partenaires sûrs, mais le problème, ce n'est pas de se contenter de les considérer comme des partenaires sûrs, c'est de savoir ce qu'il faut faire. Et c'est là tout notre problème. Se rencontrer, c'est bien, discuter, c'est bien, mais il faut signer des accords, des contrats, des traités qui arrangent les deux parties. À qui revient cette responsabilité? Ben, évidemment à nos dirigeants, mais je tiens quand même à féliciter tous les Africains qu'on appelle société civile, activistes, bon, enfin, je mets évidemment les panafricanistes là-dedans, parce que je vois qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Nos dirigeants ne voulaient pas de certaines choses, mais ils sont en train de reprendre quand même petit à petit certaines de nos revendications. Et ça, c'est très bon signe. On ne va pas tirer la couverture vers nous, mais quand même bravo. Vous êtes panafricanisme au Bamenga Kosso. La France, comme vous venez de le dire, est en train un tout petit peu de perdre des plumes dans certains pays africains. S'il y a lieu que la France revoie sa politique africaine, que faut-il qu'elle fasse? Ah, là, ce que vous me demandez, ça c'est du ressort des dirigeants français. Ça, c'est du ressort des dirigeants français. Et ça aurait été du ressort également d'un politologue qui n'est pas engagé, on va dire, sur le plan idéologique. Moi, je suis engagé sur le plan idéologique. Mon intérêt, c'est l'Afrique. Bien évidemment. Oui, mon intérêt, c'est l'Afrique. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à parler de ce que les dirigeants africains doivent faire plutôt que de ce que les dirigeants français doivent faire. Vous savez, la nature, je sais que je vais choquer, mais la nature du coq, c'est de manger le cafard lorsqu'il le voit. Ça ne doit pas choquer qui que ce soit. Lorsque vous vous retrouvez dans l'eau, si le crocodile vous attrape, il va vous manger. Donc non, moi je préfère plutôt parler de nous, Africains, ce qu'on doit faire. Eux, c'est à eux de voir ce qu'ils ont l'intention de faire, ce qu'ils doivent faire. Voilà. Nous avons abordé avec vous cette visite du diplomate russe ici en République du Congo. Cet entretien touche à sa fin. Un dernier mot au Bamenga Kosso? D'abord, encore une fois, vous remercier plutôt parce que les questions des relations internationales dans un pays comme le Congo sont très peu traitées, il faut le dire. Nous ici, ce qui intéresse les gens, c'est la politique politicienne, la petite politique faite au Congo. Voilà. Il faut traiter les questions des relations internationales, il faut s'y intéresser, il faut s'instruire, il faut éduquer la masse, il faut éduquer le peuple. Et quand on parle du peuple, c'est celui qui n'a pas le pouvoir. Hein. Un député fait partie du peuple, un sénateur fait partie du peuple, un ministre fait partie du peuple. Il faut éduquer et expliquer les enjeux, que lorsque des gens font des milliers de kilomètres, ce n'est pas parce que l'Afrique est belle, mais c'est parce qu'ils ont des choses à gagner chez nous. Ils ont besoin de notre soutien, à l'ONU comme ailleurs. Sachez que lorsqu'il y a eu Tchernobyl, en 1985, le Congo, ça va vous faire rire, mais avant on voyait des cartons de poissons salés en URSS. Donc ils ont également besoin de nous, aussi petits que nous soyons. Parce que le Congo, c'est quoi? C'est 342 000 km², c'est rien du tout. Rien que l'Ukraine, ça fait 644 000 km². Donc l'Ukraine fait à peu près le double de la population du Congo. Lorsque vous prenez la population de l'Ukraine, c'est 44 millions d'habitants. Nous, on est 5 millions d'habitants. Vous voyez, il n'y a pas match. Mais ils ont quand même besoin de nous. Et avec notre petite taille, avec notre petite population, il faut savoir tirer notre épingle du jeu. Savoir tirer notre épingle du jeu, c'est sur ces mots, comme j'aime bien le dire, de Bamenga Kosso, qui nous a fait des brillantes analyses sur ce plateau, que nous vous disons au revoir et merci de nous avoir suivis avec toute l'attention nécessaire. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous vous retrouverons bientôt sur nos prochaines éditions. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci.